Han Liang, 65 ans, est un ancien artisan à la retraite. Comme de plus en plus de Chinois, il est exaspéré par la corruption généralisée dans son pays. Sauf que lui décide de le crier haut et fort. Il détourne des chants révolutionnaires et son militantisme lui vaut un harcèlement constant de la police. Tiens, un coup de fil. Si ce sont des amis, je prends. Mais si c'est la police secrète, pas question. Tous des bâtards. Ah, c'est la police, je décroche pas. C'est mon droit légal. Allez, je l'enferme et on oublie. Si ce militant est tellement surveillé, c'est parce qu'il est bien connu à Chongqing. 2 fois par semaine, il va haranguer les passants sur une place de la ville. Camarades, la corruption ne nous tombe pas du ciel. Elle nous concerne tous. Elle heurte nos intérêts à tous. Ici, la corruption concerne tous les cadres, du plus petit au plus grand. Pourquoi? Il y a une seule raison. Le pouvoir absolu, c'est la corruption absolue. Des paroles impensables sur la place publique il y a peu. L'Assemblée approuve, mais reste silencieuse. Et pour cause, la place est truffée de policiers en civil. Si le peuple s'unit, on peut se débarrasser de la corruption. Nous sommes 1,3 milliard. Il suffit que 100 millions se soulèvent et ils sont foutus. Soudain, les policiers interviennent. L'un d'entre eux conduit notre caméraman au poste pendant que le militant est emmené de son côté. Le micro continue d'enregistrer ses protestations. Nous serons interrogés quelques heures. Le militant, quant à lui, passera la nuit au commissariat. En Chine, la corruption est un sujet sensible. Ce fléau gangrène le pouvoir jusqu'au plus haut niveau de l'État. Dessous de table, chantage, détournement. Une liasse, c'est 12 000 €. En 2 ans, 300 000 fonctionnaires du Parti communiste ont été sanctionnés. Ils sont tous corrompus, en fait. Ce sont tous des requins. Les sommes détournées se chiffrent en milliards. Enquête interdite sur un phénomène qui sape les fondations du régime. Réaliser un documentaire en Chine sur la corruption est un exercice périlleux. Dès le départ, nous avons connu les pires difficultés. D'abord, notre demande de visa de journaliste a été refusée. Nous avons donc envoyé un caméraman avec un visa de touriste. Sur place, notre équipe a été épiée, photographiée, suivie, puis arrêtée et finalement expulsée. Les autorités ont tenté d'effacer nos images, heureusement sans succès. Il nous aura fallu 1 an d'acharnement pour réaliser ce film. Notre enquête débute au centre de la Chine, à Xinjiang, une ville industrielle d'1 million d'habitants. Zhu Ruifeng est journaliste citoyen. Il arrive de Pékin. Sa spécialité, traquer les fonctionnaires communistes corrompus. Bonjour. Tu m'attends depuis longtemps? Je viens d'arriver. C'est toi le représentant des villageois? Oui, c'est moi. Aujourd'hui, il a été appelé par un groupe de villageois pour enquêter sur une affaire de corruption. Ce journaliste citoyen est connu dans tout le pays pour son audace. J'ai dénoncé beaucoup d'affaires sensibles. Mes publications ont été interdites. J'ai été plusieurs fois battu, kidnappé par des cadres corrompus. Les villageois comptent sur lui pour médiatiser un scandale qui a éclaté dans leur village.
Tout s'est passé à quelques kilomètres de Xinjiang, à Bétié. Ici, comme partout dans le pays, les fonctionnaires communistes détiennent les pleins pouvoirs. Cet homme est secrétaire du parti local, il est l'un de ceux qui font la loi. C'est lui qui est soupçonné de corruption. Au cœur du scandale, ces terrains agricoles. Il y a encore quelques mois, ils étaient cultivés par des paysans. C'était leur seul moyen de subsistance. Mais le secrétaire du parti les a expulsés. Ce fonctionnaire, que l'on voit ici sur le chantier, a vendu les terres à un promoteur immobilier. Le représentant des villageois emmène le journaliste citoyen sur le toit d'un immeuble pour lui expliquer la situation. Aujourd'hui ici, il ne pousse plus de maïs, mais un complexe de logements et de commerce sur plus de 250 hectares. C'est là-bas que le promoteur construit les résidences. Avant, c'était nos terres. On les cultivait. Les paysans avaient un bail de 30 ans pour exploiter ces terres. Pourquoi le secrétaire du parti a-t-il cassé le bail? Le journaliste citoyen a son idée. Si un cadre du parti fait des choses illégales, c'est qu'il y trouve un avantage financier. Il prend des pots de vin. Le pire, c'est que les paysans ont été très peu indemnisés pour ces terres qui valent de l'or. J'ai entendu dire que votre indemnité était de 3 € le mètre carré. C'est ça, oui. Et eux l'ont revendu 90 € le mètre carré. 90 €, oui. Et vous pensez que les cadres du parti et les promoteurs se sont partagés la différence? Oui, c'est ça. Grâce à cette vente, le Parti communiste local a empoché près de 240 millions d'euros. Une personne a voulu dénoncer cette opération illégale aux autorités de Pékin. C'est le maire du village, un homme de 73 ans, très respecté des habitants. Mais le secrétaire du parti a très mal pris cette dénonciation. Résultat, il a fait emprisonner le maire il y a 8 mois. En Chine, le parti dispose à son gré de la police et de la justice. Le bras de fer est toujours inégal. Le journaliste citoyen retrouve l'avocat du maire devant la prison. Ils sont inquiets pour lui. À tout moment, le vieil homme peut être tabassé dans sa cellule. Quand tu vas le voir, dis-lui qu'il y a des journalistes qui sont arrivés. Ça va lui faire du bien. Pendant que l'avocat entre au parloir, Zhu est appelé par un gardien. Non, ne filmez pas, ne filmez pas. Sa présence et notre caméra gênent. Mais le journaliste citoyen ne se laisse pas impressionner par les uniformes. Chez nous, en Chine, on a 2 sortes de journalistes. Les journalistes officiels, ceux qui flattent. Et nous, les journalistes citoyens. On révèle la vérité, on ne ment pas. Je dis qui je suis, qui je viens interviewer. Comme ça, les policiers prendront soin du chef de village. Ils ne le frapperont pas, comme ça arrive souvent en Chine. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, l'avocat parvient avec son téléphone à filmer le vieux maire. Il est fatigué et menotté, mais pas résigné. Il fait passer un message de résistance. Je vais bien, je vais bien. Et qu'est-ce que tu veux dire aux villageois? Il faut continuer à être déterminé. Il faut que la véritable victoire appartienne au peuple et pas aux corrompus. Malgré ces mois de détention, la détermination du maire n'est toujours pas entamée. Mais son emprisonnement est vécu comme une cruelle injustice par les villageois. Notre maire est un bon dirigeant. Il est très bon envers la population. Vous l'aimez tous beaucoup? Oui. Beaucoup. On a l'impression de lui être redevable. On est désolé. Oui, vraiment désolé. Ne pleurez pas. Les médias vont dévoiler la vérité. Le journaliste citoyen se rend maintenant dans la famille du maire à Bétié. Sa maison fait partie des plus modestes du village. En découvrant les images prises dans la prison, sa femme est bouleversée. Le journaliste va tenter de la rassurer. Regardez les photos de votre mari.
Regardez, il sourit. Il va très bien. Très vite, les voisins affluent pour crier leur colère. On ne devrait plus avoir le droit de dire « Vive le Parti communiste ». On n'arrête pas les corrompus et les gens honnêtes sont en prison. Le quartier semble au bord de l'explosion. Quand tu fais des choses pour le peuple, que tu n'es pas corrompu, tu ne prends pas d'argent, on t'arrête. Tu ne demandes pas de cadeaux, tu ne fais pas de festin et tu finis en prison. Cette visite n'échappe pas aux agents du parti. Nous sommes suivis et photographiés par cet homme vêtu d'un manteau à col de fourrure. Un peu plus tard, les villageois expropriés se massent devant le bureau du promoteur. Dépossédés de leurs terres, ils n'ont plus de quoi vivre. Ils comptent sur le journaliste citoyen pour les aider, car ils prêtent aux médias le pouvoir quasi magique de faire entendre leur voix jusqu'à Pékin. Soudain, le journaliste citoyen reçoit l'appel d'un fonctionnaire proche du secrétaire du parti local. Il lui demande de partir. Les dirigeants sont informés de ses faits et gestes grâce à l'homme à col de fourrure qui nous suit toujours. Si tu me parles comme ça, on ne va pas être amis. Très vite, les villageois s'agenouillent pour implorer la justice, comme leurs ancêtres le faisaient il y a des siècles devant les envoyés de l'empereur. Avec votre promoteur, vous occupez la terre de l'État. Vous occupez la terre des paysans. Pour le dire autrement, il y a eu corruption chez vous. Écoute la voix des villageois. Ils sont en train de pleurer. Tu as entendu leur voix ? Nous allons filmer et tout mettre sur Internet pour permettre à la Chine et au monde entier d'être informés sur les malversations de cet homme-là. Allez, je te rappelle quand j'ai le temps, j'ai du travail. L'histoire de ce village est loin d'être une exception. C'est même plutôt la règle. En Chine, la corruption est liée au rôle central joué par les représentants du Parti communiste. Ces fonctionnaires donnent au quotidien les autorisations pour les moindres faits et gestes. Et tout passe par des coups de tampon. Exemple, un coup de tampon pour acheter un terrain, un coup de tampon pour déménager et même un coup de tampon pour avoir un deuxième enfant. Une obligation au pays de l'enfant unique. Ce pouvoir du tampon, les fonctionnaires le monnaient aujourd'hui sans complexe. Philippe Grangerot, journaliste installé depuis 10 ans à Pékin, dénonce ce système de pot de vin qui gangrène toute la bureaucratie. Être fonctionnaire, c'est un moyen de gagner de l'argent par la corruption. Et de manière presque machiavélique, énormément des jeunes qui se présentent pour les concours pour entrer dans la fonction publique, ils ont cette idée derrière la tête et quand on leur demande à l'entrée du bureau où ils vont passer l'examen d'entrée, ils le disent carrément, ils disent de toute façon c'est un moyen de s'enrichir, il n'y a que ce moyen-là pour vraiment gagner de l'argent. En Chine, si la corruption est tellement répandue, c'est parce qu'elle s'inscrit dans une tradition, celle de la culture du cadeau. C'est surtout pendant le Nouvel An qu'elle est la plus visible. Elle se manifeste sous la forme de ces petites enveloppes rouges, dans lesquelles se trouve de l'argent et que l'on se distribue en famille. Cette tradition s'est étendue au monde des affaires. Mais entre cadeau et corruption, la frontière est parfois difficile à tracer. Retour à Paris. Nicolas Berbigier est le fondateur d'un site de vente de voyages. Il voulait créer sa version chinoise, alors il s'est installé en 2008 à Pékin. Il a vécu 5 ans dans le pays et travaillé avec une équipe de 150 personnes. Lui et son associé Lionel Baraban connaissent bien cette culture du cadeau.
C'est sûr que quoi qu'on fasse administrativement, on peut éventuellement arrondir un peu les angles, soit en faisant un petit cadeau, une bouteille, des cartouches de cigarettes, ou parfois même un petit peu d'argent, ces fameuses enveloppes rouges dans lesquelles on donne de l'argent. Dans le voyage, on offre de temps en temps un voyage. Est-ce que c'est de la corruption? Un peu, peut-être, mais ça fait partie de ce qui existe là-bas. Il faut simplement apprendre à vivre avec et à s'acclimater. Quels étaient les plus gros montants? Je crois que les plus grosses choses que nous, on a dû offrir, c'est quelque chose comme, ouais, en effet, 500 €, 1000 €. C'est les plafonds maximum qu'on ait eu sur soit des opérations en justice, soit des juges. Ça, c'est vraiment de la corruption, en revanche. Payer un juge pour éviter un procès, c'est une chose courante. Ces deux entrepreneurs étaient poursuivis pour avoir utilisé, sans autorisation, une photo sur leur site internet. Ils risquaient 30 000 € d'amende. En versant un mois de salaire au juge, ils s'en sont sortis avec une procédure à l'amiable qui ne leur a coûté que 3 000 €. Et à les entendre, corrompre, c'est tout un art. Et là, c'est de savoir à qui il faut payer, quand et comment. Parce que on n'arrive pas chez quelqu'un, on lui dit « Allez, tiens, je te fais une enveloppe et ça va bien se passer, t'inquiète pas ». Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut trouver le moyen de payer sans que la personne en face ait l'impression d'être corrompue. Il faut trouver le bon moment, la bonne occasion et la bonne personne. Des codes subtils auxquels il est difficile d'échapper pour faire du business. En Chine, dans le monde des affaires, la corruption est devenue une routine. Alors certains chefs d'entreprise mettent de côté un budget spécial pour les dessous de table. Nous avons pris contact avec un entrepreneur chinois. Il a accepté de nous montrer comment il corrompt un fonctionnaire. Il a filmé une malversation en caméra cachée et nous a envoyé la vidéo par Internet. Comme souvent, tout se passe autour d'un bon repas. Notre entrepreneur se trouve à gauche. Il est constructeur de route. Il veut décrocher un nouveau chantier. L'homme au centre est l'intermédiaire d'un fonctionnaire qui doit donner son autorisation. Et au moment de parler d'argent, le mot pot de vin est soigneusement évité. Bon, pour mon chantier, comment on fait alors? Comme on a dit, les frais sont de 12 000 €. Tu me donnes ton numéro de carte bancaire, comme convenu. Je te vire déjà 2 300 €. Puis, si on a les autorisations, une fois les travaux commencés, je t'enverrai le reste, en un seul versement. L'intermédiaire sort aussitôt sa carte de crédit. Avec son numéro, l'entrepreneur va lui virer une première somme dès le lendemain. Au total, le chef d'entreprise devra verser l'équivalent de 3 ans de salaire. Tiens, et en plus voilà un petit cadeau. C'est de l'alcool du Guangdong. Ah, merci beaucoup. À notre collaboration. L'entrepreneur est obligé de verser ce genre de pot de vin très régulièrement. Mais une fois rentré dans l'engrenage de la corruption, il est parfois difficile d'en sortir sans risquer sa vie. Nous sommes en banlieue parisienne. C'est ici que ce chef d'entreprise chinois a trouvé refuge. Il est arrivé en catastrophe pour fuir les menaces de mort d'un fonctionnaire, secrétaire du Parti communiste. Ça fait 1 an que je suis ici. Vous êtes réfugié? Oui, c'est ça. Entrez, je vous en prie. Fils de paysan, il avait réussi grâce aux études. Il possédait une entreprise de recyclage de déchets dans le nord-est de la Chine. Mais il devait verser des pots de vin colossaux. Impossible d'échapper aux appétits des potentats locaux. À la fin de l'année, j'avais une liste que je cochais. Combien j'avais offert à qui? Les sommes dépendaient du statut de la personne. Pour une petite entreprise comme nous, ça faisait environ 100 000 € de cadeaux. Ça représentait combien de vos bénéfices? À peu près 50 à 60%. On n'avait pas le choix. Si tu ne fais pas de cadeaux, ton entreprise périclite. En 2011, l'entrepreneur veut s'agrandir et transformer sa petite station de traitement des déchets en usine ultramoderne. Il veut fabriquer des meubles en plastique biodégradable. Il convainc un investisseur d'y apporter près de 12 millions € et s'imagine déjà avec cette immense usine cotée en bourse.
Mais le chef du parti communiste local va se montrer très gourmand. Un jour, il convoque l'entrepreneur dans son bureau. Le chef est venu me chercher pour discuter. Il m'a dit « Un projet aussi important, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Tu dois nous prévoir quelque chose. Si tu veux t'agrandir, tu dois me donner de l'argent. Je suis l'empereur local. C'est ma parole qui compte. Si tu ne veux pas me donner l'argent, je ne te donne pas l'autorisation pour t'agrandir. » Il lui réclame plus de 2 millions d'euros de pots de vin. Une somme énorme que l'entrepreneur ne parvient pas à réunir. Le projet est bloqué. Mais un jour, le chef du parti local menace de l'éliminer. Il craint que l'entrepreneur ne dénonce son chantage aux autorités de Pékin. Je me suis caché car il m'avait dit que si je ne le faisais pas, il m'enverrait la mafia. Il me menaçait de mort si je ne quittais pas la ville. Le chef d'entreprise fuit aussi loin que possible, jusqu'en France, avec le sentiment d'un immense gâchis. Depuis le début des années 90, la Chine vit une libéralisation économique effrénée. En 20 ans, le pays est devenu la 2e puissance commerciale du monde. Il compte aujourd'hui 1 300 000 millionnaires. Cet afflux brutal d'argent a fait tourner les têtes. Shanghai, 24 millions d'habitants. C'est l'une des villes les plus prospères au monde. Sur le Bund, l'équivalent des Champs-Élysées, les ultra-riches exhibent leurs voitures de luxe. Le bolide de cette jeune femme coûte l'équivalent de 80 ans de salaire moyen. Pourquoi j'ai choisi cette voiture? Comment dire? J'ai beaucoup hésité entre plusieurs marques. On en a parlé avec mes parents. Finalement, j'ai trouvé que la Maserati me correspondait mieux, car elle est très élégante. Et la couleur blanche, c'est bien pour les femmes. En Chine, étaler sa richesse est devenu symbole de réussite. Dans les grandes villes, les boutiques de luxe se multiplient. Les ultra-riches dépensent sans compter. Toute cette débauche d'argent commence à scandaliser la population, qui gagne péniblement 300 € par mois. Cet ancien militant de la place Tiananmen voit monter un sentiment anti-riche dans le pays. Car de nombreuses fortunes se sont faites grâce à la corruption. Tout le monde envie la belle vie. Mais bien sûr, dès que les gens connaissent un peu mieux les dessous de la réalité économique, leurs sentiments changent. Là, souvent, on éprouve de la colère ou une grande injustice. Cette colère contre les riches et surtout contre les corrompus s'exprime massivement sur Internet. Certains ont décidé de s'attaquer aux ripoux. Sur le web, une traque d'un nouveau genre fait fureur, celle des signes extérieurs de richesse. Cet internaute nous en explique les règles. Par exemple, ce chef de la sécurité d'une petite ville. Ce qui l'a trahi, c'est une collection de montres de luxe, incompatible avec un salaire culminant à 500 € par mois. Les internautes ont commencé à passer en revue toutes ces montres. Regarde. Elles valent plusieurs milliers d'euros chacune. Il en avait plus de 80. Les preuves mises en ligne déclenchent une enquête officielle. Le fonctionnaire est finalement condamné à 14 ans de prison pour corruption. Au cours de notre enquête, nous découvrons que certains internautes vont même plus loin. Ils piègent les fonctionnaires en flagrant délit de corruption et mettent les vidéos en ligne. Ici, par exemple, quelqu'un s'est servi de son téléphone pour coincer un policier. On voit un automobiliste lui glisser un billet. Le fonctionnaire l'empoche sans même se retourner. Là, ce fonctionnaire chargé des permis de construire accepte une liasse de billets sur son bureau.
C'est un collègue qui l'a enregistré avec une caméra espion. À Pékin, nous avons rendez-vous dans le nord de la capitale. Nous retrouvons dans ses bureaux le journaliste citoyen que nous avions accompagné chez les villageois expropriés. Lui aussi a fait d'Internet son arme favorite. Aujourd'hui, il met en ligne les photos des paysans. Un moyen de mettre la pression sur le fonctionnaire corrompu. Regarde, c'est devant le bâtiment du promoteur. Le journaliste n'en est pas à son premier coup. Son tableau de chasse est impressionnant. Il a réussi à faire tomber une centaine de ripoux en 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque? Tout ça, ce sont tous les dossiers et les preuves que j'ai accumulés pendant mes enquêtes sur des cadres corrompus. Toutes ces enquêtes, il les publie sur Internet. Son plus beau scoop, cette vidéo. On y voit un fonctionnaire en plein ébat avec une prostituée. Ce dossier est celui d'un entrepreneur qui offrait des filles aux membres du parti pour obtenir des marchés. Sauf que ce jour-là, la prostituée a piégé le fonctionnaire en cachant une caméra dans la chambre. Notre journaliste citoyen a récupéré la vidéo et l'a mise en ligne. J'ai choisi de mettre dessus une chanson d'amour pour permettre au secrétaire du parti d'être mis en valeur dans sa performance. En Chine, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Face au scandale, le fonctionnaire a été destitué 3 jours plus tard, puis condamné à 13 ans de prison. Ça dure 12 secondes. 13 ans de prison pour 12 secondes. Les internautes se sont moqués de nos officiels. Imaginez, des membres du Parti communiste censés servir le peuple, pris à faire des choses innommables toute la journée. Cette croisade anticorruption vaut aux journalistes d'être régulièrement menacés. Pour se protéger, il a transformé sa maison en forteresse. C'est un système d'alarme. Je peux le déclencher quand j'ai une mauvaise visite. Il a aussi fait installer 5 caméras à l'extérieur de son appartement. C'est mon système de surveillance. Il est connecté en permanence sur Internet. Les cadres que je dénonce ont souvent beaucoup de pouvoir. Ils envoient leurs hommes m'arrêter ou des mafieux me kidnapper. Son système de surveillance l'a protégé plusieurs fois. La preuve, une vidéo qu'il a conservée. Là, des policiers voulaient l'intimider après la diffusion de sa fameuse sextape. Ça, c'est un policier de Pékin. Et les deux, avec les cigarettes, ce sont des policiers en civil. Ce jour-là, Zhu refuse d'ouvrir et demande de l'aide. Les policiers repartiront bredouille. Le journaliste citoyen le sait bien. En Chine, dénoncer la corruption peut exposer à une violence sans limite. Nous partons dans le sud de la Chine, dans le Guangdong, à Huizhou. Nous avons rendez-vous avec un homme qui écrivait sur son blog des articles accusateurs sur des fonctionnaires de sa ville. En juillet 2013, il subit une attaque à l'acide qui le défigure. Alors qu'il nous emmène chez lui, le chauffeur attire notre attention sur une voiture. Vous pouvez filmer le véhicule qui passe. Regardez. La plaque 3018, c'est ça? Il nous suivait déjà à l'allée. Ça doit être la police secrète. Ils sont très pros. Ils nous doublent et ensuite ils ralentissent pour que tu les dépasses. Le véhicule disparaît. Mais quelques kilomètres plus loin, nous sommes à nouveau pris en filature par une autre voiture. Il y a une nouvelle voiture derrière nous. La noire là-bas. La 4721? Oui, c'est ça. Le jour de l'attaque, en juillet 2013, Li était aussi suivi par une voiture. Celle-ci emboutit soudain son véhicule pour le forcer à s'arrêter. 3 hommes en sortent, armés de couteaux et d'une bouteille d'acide sulfurique. Li nous emmène ensuite chez lui pour nous montrer les photos prises pendant son hospitalisation. Le souvenir de l'horreur est toujours très présent.
Ça, ce sont les photos de mes blessures. C'est mon dos. Il a été touché par l'acide. Ils sont arrivés par l'arrière, c'est ça? Non, par l'avant. Il visait mon visage. J'ai tourné la tête pour éviter l'acide. Il voulait me rendre aveugle, mais c'est passé sur le côté de mon visage. Il voulait aussi me couper la main, mais j'avais une montre. Elle a pris une partie du coup de couteau et finalement ils n'ont pas réussi à la couper. 2 mois d'hospitalisation, une prothèse oculaire et 2 doigts greffés. Lee a bien failli perdre la vie. J'avais pensé à une attaque, mais pas à l'acide. J'étais sûr qu'ils en voulaient à ma vie. Mais je ne pouvais pas imaginer quelque chose d'aussi cruel. Tout à coup, sa femme interrompt l'interview. Les policiers arrivent. Cache la carte mémoire. Nous tentons de cacher la caméra, sans succès. Une vingtaine de policiers débarquent et nous emmènent tous au commissariat. Lee reste quelques heures. Le visa de notre caméraman est annulé. Il aura 2 jours pour quitter le pays. Si les autorités sont si tendues, ce n'est pas un hasard. En Chine, la corruption est une question de vie ou de mort pour les régimes en place. Elle cristallise la colère de la population contre ses dirigeants. 1949. Les communistes conduits par Mao arrivent au pouvoir en gagnant le cœur des populations grâce à leur frugalité. Les Chinois n'en pouvaient plus de la corruption extrême des dirigeants en place. 1989, on l'a oublié, mais les slogans anti-corruption lancent les manifestations sur la place Tiananmen. Après un demi-siècle au pouvoir, le Parti communiste se retrouve à son tour sur la sellette. La répression est sanglante. Pour la faire oublier, Deng Xiaoping, le chef suprême, lance son fameux slogan « Enrichissez-vous ». Mais l'afflux brutal d'argent va décupler la corruption. 25 ans ont passé. Aujourd'hui, le tout nouveau président Xi Jinping a réalisé que la corruption avait à nouveau atteint un degré critique. En novembre 2012, lors de sa nomination, il promet de mettre tous les moyens en œuvre pour une grande opération main propre. Le parti en interne est confronté à de multiples défis. Certains cadres sont corrompus. Ils sont de plus en plus éloignés de la population et font semblant de travailler. Nous devons intensifier nos efforts pour nettoyer le parti de fond en comble. L'avenir du parti dépend de ce grand nettoyage. C'est ce que pense Lin Zhe. Cette professeure forme les futurs dirigeants communistes dans une grande école, l'équivalent de l'ENA en France. Selon elle, le parti doit réagir vite. La corruption a pénétré tous les étages de notre système. Cela met en danger les fondements mêmes de notre pouvoir. C'est effrayant. Si tout est en train de pourrir, des fondations jusqu'au toit, l'immeuble va s'effondrer. Ce n'est qu'une question de temps. Dès son arrivée au pouvoir, le président lance une vague d'enquêtes sans précédent contre les corrompus. Ces photos rares montrent les salles d'interrogatoire de la très redoutée Commission centrale de discipline du parti. En 2013, 180 000 fonctionnaires y seront interrogés, puis sanctionnés. Les autorités veulent montrer que personne ne sera épargné, pas même les entreprises étrangères. En juillet 2013, plusieurs multinationales pharmaceutiques sont sous le feu de la lutte anticorruption du pouvoir. Ils placent en détention des cadres du britannique GSK. Le français Sanofi est aussi accusé de corruption. En septembre 2013, la chaîne nationale CCTV révèle un scandale dans cet hôpital. Elle accuse une filiale de Danone, Dumex, de distribuer des pots de vin pour imposer sa marque de lait dans cette maternité.
Les journalistes ont récupéré les relevés bancaires de plusieurs médecins et infirmières qui ont touché de l'argent. Selon la liste des virements faits en juillet, Dumex a envoyé de l'argent à 7 personnes de l'hôpital. Selon la télévision chinoise, les pots de vin allaient de 50 à 800 € par mois, plus de 2 mois de salaire. Le personnel corrompu obligeait ensuite les jeunes mères à utiliser la marque de lait Dumex. Au total, la filiale de Danone aurait versé 350 000 € de pots de vin dans une dizaine d'hôpitaux. Ce scandale fait les gros titres jusqu'en France. La filiale de Danone reconnaît les faits après une enquête interne. Elle remanie sa direction en Chine. Un beau coup pour le régime, qui veut prouver à la population chinoise l'efficacité de sa campagne. Le nouveau message du parti est pris très au sérieux. Mais l'argent a tellement pénétré le système que le défi semble insurmontable. Pékin, place Tiananmen. C'est ici que la proximité du pouvoir et de l'argent est la plus évidente. Tous les ans, au mois de mars, c'est le lancement du grand rendez-vous politique de l'année, l'Assemblée nationale populaire. 3000 délégués du peuple convergent de tout le pays. Ils sont là pour approuver les lois déjà décidées par le parti. Il y a les minorités nationales, les stars du régime, comme le petit-fils de Mao, et aussi les milliardaires. Ce Parlement communiste a une particularité unique au monde. C'est la plus grosse concentration d'ultra-riches. En tout, 81 milliardaires y siègent. Leur patrimoine cumulé dépasse 65 milliards d'euros, l'équivalent du salaire annuel de 18 millions de Chinois. Rien de choquant, selon ce richissime héritier. Les gens un peu plus à l'aise que les autres méritent d'être ici, car ils ont apporté leur contribution au pays. Les internautes sont choqués de voir tant de milliardaires les représenter et tant de luxe affiché. Ce rendez-vous politique, ils l'avaient même surnommé la Fashion Week de Pékin. En 2013, cette députée, fille d'un ancien Premier ministre, est épinglée avec une veste à 1 500 €, 5 mois de salaire. Cet autre délégué, un sac à 7 500 €, plus de 2 ans de salaire. Vestes de prix, bottes griffées ou manteaux de fourrure sont arborés comme des trophées. Nous avons voulu rencontrer l'un de ces millionnaires au cœur du pouvoir. Direction Nankin, dans le sud de la Chine. Chen Guangbian est le seul député qui a accepté de nous parler de corruption. En 10 ans, il est devenu l'un des magnats du recyclage de matériaux de construction. Sa fortune est estimée à 540 millions d'euros. Ce millionnaire, qui se veut excentrique, a inventé un extincteur bio qu'il teste sur ses employés. On peut se laver le visage avec, et aussi les dents. Il vend aussi des canettes d'air pur. Vous sentez et vous serez de bonne humeur pour la journée. Et il n'hésite pas à pilonner ses Mercedes pour promouvoir le vélo. C'est rigolo, non? C'est la magie des réformes. Le fils de paysan qui ne mangeait pas à sa faim est aujourd'hui millionnaire en dollars. Chen Guangbian a mis plusieurs mois avant d'accepter d'être filmé pour parler de corruption. De manière surprenante, il choisit d'afficher la couleur de sa fortune. Elle est soigneusement stockée dans une pièce blindée, remplie jusqu'au plafond d'argent liquide. Une liasse, c'est presque 12 000 €. En tout, il y en a pour plus de 12 millions. Cette incroyable montagne de billets, Chen nous assure l'avoir amassé tout à fait légalement, à la différence, selon lui, de beaucoup d'hommes d'affaires. Ces 30 dernières années, beaucoup d'entrepreneurs se sont enrichis. 70% ont fait fortune grâce à la corruption en achetant des cadres du parti. Moi, je n'ai que des projets de seconde ou troisième zone. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme beaucoup d'entrepreneurs qui, dès qu'ils gagnent de l'argent, arrosent les fonctionnaires. Je n'ai jamais donné 1 centime à un fonctionnaire.
Et si je l'avais fait, j'aurais gagné des dizaines, voire des centaines de fois plus. Quelques semaines plus tard, à l'Assemblée nationale populaire, notre milliardaire est cette fois beaucoup moins bavard avec les journalistes. Je viens faire mon travail. Ce que je pense, allez voir sur Internet. Il fait profil bas et fuit aussi notre équipe. Allez, au revoir. Cette année, les délégués ont reçu des consignes. Il faut être discret. L'ambiance a changé. Depuis le lancement de la campagne anticorruption du président, la sobriété est de mise. La fille de l'ancien ministre a laissé sa veste à 1 500 € au placard. C'est avec un sac en toile qu'elle a été photographiée. Richard Hartz est le correspondant de France Inter à Pékin. Il suit depuis longtemps les sessions du Parlement. Lui aussi a noté une nette différence. C'est sûr que cette année, il n'y a pas de repas de fête comme il y en avait les autres années. Il n'y a pas de banquet important. Du côté des voitures, ils sont plus venus, j'ai l'impression, en bus. De l'hôtel jusqu'à l'Assemblée, alors que c'était plutôt des voitures particulières, en général de marque allemande, les autres années. Si les délégués sont si discrets cette année, c'est que la campagne anticorruption a fait tomber des têtes sur les bancs même de l'Assemblée. 14 délégués manquent à l'appel. Parmi eux, 3 gros poissons. Chen Hanzhong, Tin Daoming, tous deux responsables du parti en province, et Li Dongsheng, ancien vice-ministre de la Sécurité, accusé de violation de la discipline du parti, en clair, de corruption. La prise la plus spectaculaire du président chinois est cet homme, Bo Xilai. Membre du bureau politique, il a été condamné à la prison à vie en septembre 2013 pour corruption. Bo Xilai était le grand rival de l'actuel président chinois Xi Jinping. Tous les deux sont fils de compagnons d'armes de Mao. On les appelle les princes rouges. Depuis leur plus jeune âge, ils étaient destinés aux plus hautes fonctions. Le procès de Bo Xilai a levé le voile sur les dérives au plus haut niveau du Parti communiste. Il a montré comment le dirigeant s'est servi de la corruption pour asseoir son pouvoir. Nous partons pour Chongqing, au centre de la Chine. Cette ville de 30 millions d'habitants a été le fief de Bo Xilai pendant 4 ans. En 2008, il y est nommé chef du Parti communiste. Très vite, il se construit une popularité. Il dépense sans compter pour sa ville. Les habitants sont séduits. Dans tout le pays, on parle du modèle de Chongqing. Il devient un phénomène médiatique. Les Chinois le comparent à Kennedy. Mais le problème, c'est que son modèle est financé par le racket et un système de corruption à grande échelle. Pour cela, il s'appuie sur un super flic, Wang Litun, connu pour ses interventions musclées devant les caméras. C'est lui que l'on voit ici diriger un assaut. Bo et Wang vont former le duo infernal de Chongqing. Pour financer ses dépenses, Bo, le politique, demande aux entrepreneurs de sa ville de mettre la main à la poche. Ceux qui refusent seront punis par Wang, le policier, lors d'une soi-disant campagne anti-mafia. Ils vont faire arrêter 5000 personnes en 3 ans. Cet avocat en a défendu plusieurs. Tous ceux qui ont donné de l'argent n'ont pas eu d'ennui pendant la campagne anti-mafia. Ceux qui n'en ont pas donné ont fait l'objet d'enquêtes. On leur collait n'importe quelle charge. Ce n'était pas un problème d'en trouver. C'était le boulot de Wang Litun. Des procès à charge sont organisés. Les prévenus voient tous leurs biens confisqués. Bo Xilai aurait ainsi récupéré près de 12 milliards d'euros pour sa ville. Et au passage, il s'est largement enrichi. Pour preuve, le train de vie de son fils, Bo Guagua.
Son fils étudie dans les meilleures universités, aux États-Unis et en Angleterre. Il fréquente des cercles d'élite, de sport et de polo. Tout ça coûte cher, 40 000 € par an, rien qu'en frais de scolarité. Pourtant, officiellement, son dirigeant de père gagne 2 fois moins. Alors comment fait-il pour offrir à son fils la vie de playboy et de fête au champagne où le jeune homme aime s'afficher? Aujourd'hui installé dans le sud de la France, un entrepreneur anglais a côtoyé la famille de Beau pendant plusieurs années. À l'époque, Giles Rose vendait des montgolfières en Angleterre. La femme de Beau Sillai l'avait contacté pour en acheter plusieurs. Il se souvient que pendant les transactions, elle ne faisait pas mystère de leur goût de luxe. Elle nous montrait des photos de son fils aux États-Unis, en train de s'amuser, au volant de sa nouvelle Ferrari. C'était ridicule. Elle était censée être communiste. Et le pire, c'est que son mari, qui était un dirigeant autoritaire, considéré comme un pur et dur, était en fait extrêmement corrompu. La femme de Beau Sillai est une ancienne avocate. Elle s'appuie sur la réputation de la famille pour faire des affaires lucratives. Au cours de leurs multiples rendez-vous, l'entrepreneur se rend compte qu'elle voulait écouler discrètement de grandes quantités d'argent. L'argent arrivait en cash. Elle ne voulait pas laisser de traces. Mais nous, on était obligés de le mettre en banque. Elle est devenue furieuse. Elle ne voulait vraiment pas que l'argent apparaisse où que ce soit. La femme de Beau lui demande des fausses factures. Il refuse et ne fait finalement pas affaire avec elle. La famille Beau a une fortune estimée à plus de 100 millions d'euros. Et comme c'est souvent le cas avec les riches chinois, ils investissent à l'étranger. Comptent dans le monde entier, sociétés immobilières, nombreux appartements et villas, notamment ici sur la Côte d'Azur. Mais tout ça va voler en éclats. C'est par cet homme, Neil Heywood, que le drame va se produire. L'homme d'affaires britannique gère tous leurs investissements, jusqu'au transfert d'argent à l'étranger en échange de commissions. Mais un jour, il réclame plus et profère des menaces s'il n'obtient pas ce qu'il veut. En novembre 2011, la femme de Beau Sillai décide de l'éliminer. Elle le convoque dans un hôtel de Chongqing, le saoule au whisky et l'empoisonne. L'homme d'affaires meurt dans la nuit. Un seul est au courant, Wang Litun, le super flic. Ce meurtre serait resté secret si le policier n'avait pas pris peur. Craignant pour sa vie, il fuit au consulat américain. Sa demande d'asile est refusée. Pékin l'arrête. Il va révéler aux autorités tous les secrets de la famille Beau. Une enquête officielle est lancée. L'Assemblée nationale populaire de mars 2012 est la dernière apparition publique de Beau Sillai. Sa défense ne convainc plus personne. Il y a beaucoup de monde qui médit sur la gestion de ma ville, qui médit sur ma famille et sur moi. Ils disent que mon fils étudie à l'étranger et conduit une Ferrari rouge. Que des rumeurs. Je suis offusqué. Beau Sillai, sa femme et Wang Litun seront traduits en justice dans l'année qui suit. Le super flic est condamné à 15 ans de prison pour défection, corruption et dissimulation de preuves. La femme de Beau a la peine de mort avec sursis pour meurtre. Beau Sillai, quant à lui, écope de la prison à vie pour détournement de fonds, abus de pouvoir et corruption. Des militants nous ont invités à partager la fondue traditionnelle. Ils ont suivi la saga de la famille Beau avec passion. Aujourd'hui, ils ont tenu à nous en parler ouvertement. Ils pensent que dans cette affaire spectaculaire, la lutte anticorruption a été une arme de règlement de comptes politiques. Ils lui ont reproché d'avoir pris plus de 2 millions d'euros de pots de vin. N'importe quel chef de village est capable d'en prendre 10 fois plus. Ça n'a aucun rapport avec la lutte anticorruption. Ils sont tous corrompus, en fait. L'affaire Beau Sillai, c'est plutôt un cas de lutte pour le pouvoir au sein du Parti communiste. Oui, c'est sûr, ce sont tous des requins. Une chose est sûre, avec cette affaire,
le président Xi Jinping s'est débarrassé de son principal rival. Depuis 2012, aux quatre coins du pays, des hommes et des femmes descendent dans la rue pour dénoncer l'opacité du parti. On les appelle les nouveaux citoyens. Ils brandissent des banderoles avec à chaque fois inscrite la même revendication, la publication du patrimoine des cadres. Nous avons récupéré une vidéo tournée par un groupe de militants en mars 2013. En plein cœur de Pékin, ils déploient leurs banderoles et haranguent les passants. Mes amis, on vous demande aujourd'hui de signer et d'envoyer des textos. Il faut que Xi Jinping applique la transparence du patrimoine des cadres. Et s'il ne le fait pas, nous exigeons sa démission immédiate. Oui, oui, on vous soutient. 15 minutes plus tard, la police arrive. Depuis cette manifestation, de nombreux militants ont été emprisonnés pour troubles à l'ordre public. Car ce qu'ils demandent réellement, au-delà de la transparence, c'est la démocratie. À l'image de cette figure du mouvement incarcéré depuis 1 an. Quel que soit l'état de dégradation et de pourrissement de la société, ce pays a besoin que des citoyens courageux se lèvent. Je vous demande de vous unir, de faire des efforts en commun pour qu'existe le pouvoir des citoyens, la démocratie, l'état de droit et la justice. Pour tous ces citoyens engagés, la démocratie est le seul rempart efficace contre la corruption. Ils savent que sans ouverture politique, la Chine a peu de chances de se débarrasser de son fléau. La campagne anticorruption du nouveau président suffira-t-elle à sauver le régime? Rien n'est moins sûr, car ce grand déballage est à double tranchant. Il a le mérite d'assainir la bureaucratie, mais il révèle aussi les turpitudes des hommes au pouvoir, de la base au plus haut niveau de l'État.